comme ça. Ouais, ouais. Donc c'est l'humanité qui fait à ce qu'aujourd'hui les États-Unis soient une grande puissance. Au Congo, notamment, il y a des troubles qui affectent même la base de la communauté. C'est en forme d'un revers, non, l'Afrique. Ouais. Et la gâchette se trouverait au Congo. Le Congo, c'est une école en fait. Que ce soit pour les humanitaires, que ce soit pour tous les acteurs qui interviennent, le Congo, c'est une école. On a tellement beaucoup de difficultés à intervenir au Congo. Il y a des conflits qui se perpétuent à tel point que je ne dirais pas dépassé. Les humanitaires ont vraiment du pain sur la planche. Moi, personnellement, je l'ai dit, j'ai fait des études de sciences politiques. Là, j'ai embrasé la carrière humanitaire, là, je me suis lancé dans la communication. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Alain, comment ça va, mon cher? Ça va bien, merci. Nous sommes contents de t'avoir pour cet échange. Ah oui, le plaisir est partagé. D'accord. Le plaisir est partagé. Enchanté. Donc, est-ce que on peut se présenter, s'il vous plaît? Ouais, bon, moi je m'appelle Mati Kayaya. Je suis un jeune citoyen congolais. Donc, plein de vie, plein de vitalité, d'ambition, voilà. C'est intéressant. Et nous sommes Piwa Immédiat. C'est juste une agence qui fait un focus sur l'humanitaire. Ouais. Donc ici, on va parler questions humanitaires. Ah oui, je suis partant, oui. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur les défis, les contours qu'il y a tout autour de l'humanitaire? Oui, merci beaucoup. De prime abord, je suis humanitaire. C'est une carrière que j'ai embrassée depuis un moment, depuis longtemps. Je dirais j'ai plus de 16-17 ans, je dirais, dans l'humanitaire. Et c'est quelque chose qui m'est passionné depuis mes études, parce que j'ai fait des études en sciences politiques. Et puis ça, je voulais vraiment m'immiscer dans l'humanitaire pour pouvoir apporter un peu de ma connaissance aux populations, surtout celles de mon pays qui, vous savez, souffrent dans plusieurs domaines. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, je continue à œuvrer dans l'humanitaire. Alors, concernant ta question qui parlait de défis, ouais. Les défis dans l'humanitaire, surtout dans le contexte africain, c'est vraiment quelque chose de déplorable. C'est sûr qu'il y a des efforts qui sont faits au travers plusieurs partenaires, tout ça, mais les défis restent énormes. Il y a des défis qui sont sociaux, des défis qui sont aussi naturels, des défis qui tirent leur origine de l'historique même des peuples. Donc, il y a pas mal de défis qu'on peut catégoriser, mais c'est pas un travail facile que de travailler dans l'humanitaire. Donc, il y a les acteurs humanitaires, ils sont vraiment exposés à divers dangers, que ce soit des dangers naturels. On a plusieurs anecdotes qu'on peut donner sur ça. Mais que ce soit aussi des dangers culturels, parce que les populations bénéficiaires, elles sont de différentes cultures. Et c'est donc un grand défi, une grande montagne pour les acteurs humanitaires de pouvoir intervenir au profit de cette population-là, tout en bravant ces défis culturels, ces défis sécuritaires, ces défis qui sont issus des problèmes géopolitiques, surtout dans le contexte congolais et généralement dans le contexte africain. D'accord. Parce que vous parlez du Congo, est-ce que vous pouvez un peu nous donner la particularité, considérant l'Afrique comme un continent où il y a trop de défis? Maintenant, le Congo qui est vraiment au centre, on nous a dit que c'est en forme d'un revers, non, l'Afrique. Ouais. Et la gâchette se trouverait au Congo. Avec tous ces défis, parlant de la RDC, quelle est la
particularité vraiment que nous avons? Le Congo, c'est une école, en fait. Que ce soit pour les humanitaires, que ce soit pour tous les acteurs qui interviennent, le Congo, c'est une école. Parce qu'on a tellement beaucoup de difficultés à intervenir au Congo. Il y a des conflits qui se répercutent, qui se perpétuent, à tel point que je ne dirais pas dépassé, mais les humanitaires ont vraiment du pain sur la planche pour ce qui est du Congo. Le premier, le plus grand défi, c'est le tissu social qui se coupe au Congo. Notamment, il y a des troubles qui affectent même la base de la communauté. Il y a des communautés, par exemple, qui ne s'entendent pas, d'où des conflits ethniques. Il y a le déplacement des populations, et ça, c'est surtout à l'est du Congo, au nord, au Kivu, un peu au nord, à l'est, en Ituri. Donc, l'instabilité de la population, ça, c'est une chose. Il y a des conflits, ça, c'est une autre chose. Mais il y a d'autres aspects qui sont politiques. Cela fait à ce que c'est vraiment dur d'intervenir au Congo, vu ces contextes-là culturels, là où les communautés ne s'entendent pas. C'est difficile d'intervenir dans une zone cosmopolite où toutes les communautés ou presque ne s'entendent pas. Ça, c'est très difficile. Et aussi le déplacement des populations, ça fait plus de 30 ans que les populations ne sont pas stables. Donc, pour un intervenant, un acteur humanitaire, pouvoir aider une population qui n'est pas stable, ça n'a toujours pas été facile. Tu peux implémenter des activités, mais il faut faire le suivi de ces activités, il faut voir l'impact de tes interventions. Mais quand cette population est instable, dû à la guerre, dû au conflit, ça sera toujours difficile. C'est ça. De par ma petite expérience, ce sont là les principaux défis que nous avons eu à répertorier ici au Congo surtout. D'accord. En fait, je comprends. Quand il y a les tissus sociaux, comme vous venez de le dire, qui est vraiment interrompu. Mais moi, je sais de voir les déplacements parce que c'est la question qui est là. Il y a le déplacement de la population. Et il y a même cette même population qui est retournée. Ça veut dire on leur avait demandé de retourner. Plus même de 4 fois, vous avez trouvé des familles qui se sont déplacées plus de 4 fois. Exact. Et on les demande encore de retourner. Ils viennent pour se trouver des endroits beaucoup plus sécurisés, mais dans l'entretemps, on leur demande encore de retourner. OK? Et comment vous pensez cela impacte la vie d'un Congolais dans les conditions de déplacer, retourner, et qui n'a pas été appuyé, c'est-à-dire assisté, pour se rétablir là où il est retourné. Voilà. Vous savez, sociologiquement, la communauté s'organise en termes de long terme, je dirais. Donc, toutes les communautés, pour qu'il y ait un développement périn, la communauté doit s'organiser à long terme. Je m'explique. Quand tu mets un enfant à l'école, tu espères qu'au bout de 5, 6, 7 ans, l'enfant là va avoir son certificat d'études primaires. Ça, c'est une des choses. Quand tu entreprends une activité génératrice de revenus dans ton village, tu te dis qu'au bout d'un 5, 6, 7 ans, mon activité va produire quelque chose. Alors, les déplacements intempestifs des communautés bloquent ces développements-là. Donc, on a le sujet A. Tu as mis l'enfant à l'école. D'un coup, il y a la guerre qui se déclenche ou un événement social. L'enfant se déplace. Je suis d'accord. Il va ailleurs à des kilomètres. L'enfant retourne. Une fois, il va là-bas, il passe 9 mois, une année, 2 ans. On a eu même des camps de déplacés là où les gens ont fait plus de 5 ans. Alors, le temps que la personne retourne encore, elle va recommencer à zéro. Donc, en recommençant à zéro, vous allez voir que là, c'est tous les développements qui étaient pressentis dans cette communauté. C'est tous les développements qui repartent à zéro. Donc, c'est ça la première et la grande conséquence.
c'est que ça freine le développement, pendant que la communauté est vraiment instable. Mais aussi, les intervenants, comme je l'ai dit tantôt, aussi, ils en souffrent aussi parce qu'ils ne savent pas cerner, ils ne savent pas maîtriser la communauté pour laquelle ils interviennent. Donc, le plus grand défi et la plus grande conséquence, c'est effectivement le développement. Parce que le développement, c'est à long terme. Mais quand il y a cette instabilité-là, cela fait assez que c'est dur que nos régions se développent. Bien que la communauté de l'Est du Congo soit dynamique, mais avec cette instabilité, c'est compliqué. On ne peut pas mettre un projet même à moyen terme. D'accord. On voit, du coup, il y a différents acteurs qui sont en train d'intervenir sur le terrain. Et vous les voyez tous focalisés dans des activités presque similaires. Presque similaires. Vous verrez, il y a ceux-là qui, par exemple, donnent des kits de réinsertion socio-économique. Il y a ceux-là aussi qui cherchent à ce que les enfants puissent retourner à l'école. Vous comprendrez que c'est presque les mêmes interventions. Alors ici, j'aimerais peut-être savoir comment vous pensez l'on peut être à mesure de rendre beaucoup plus pérennes les actions que les acteurs humanitaires sont en train d'implémenter sur le terrain. Oui, il y a un aspect qui est assez déplorable, c'est qu'il y a un gaspillage d'énergie et gaspillage d'intervention. D'accord. On a des interventions humanitaires qui ne répondent pas aux besoins ponctuels même de la communauté. On peut avoir une région où le réel besoin de cette communauté-là, c'est la sécurité alimentaire. On va dans une autre communauté où les réels besoins, là, c'est le travail sur les traumas pour ceux qui se sont passés, tout ça. Donc, ce qu'on déplore est qu'il y a des multitudes d'acteurs et qui donnent des interventions, des aides, je dirais, de manière pêle-mêle, sans pour autant se canaliser sur les réels besoins de ces communautés. D'où il faudrait avoir une coordination, quelque chose. Exact. Donc, ce qu'il faut là, c'est... Il y a des tentatives qui sont faites, mais c'est en termes de cluster. Donc, une communauté qui va faire quoi dans cette communauté-là et pourquoi. Mais on se voit en train de bénéficier, nous, les communautés, des activités, des actes, des actions qui ne répondent pas aux besoins exacts de la communauté. Donc, ça, c'est un travail vraiment, c'est un devoir étatique de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut encadrer et canaliser les aides qui sont à cette communauté-là. Ça, c'est vraiment intéressant, canaliser les aides. Oui. Mais de deux aussi, c'est pouvoir travailler sur l'autonomie de la communauté, éviter que la communauté comporte une attitude attentiste. Donc, la dépendance. Voilà, exact, de dépendance où elle s'attend toujours à recevoir. Là, on est en train d'implémenter une sorte de dépendance au sein de la communauté. Et à long terme, ça pourra nous être fatal. Donc, pour ce qui est là, il faut vraiment adapter les aides aux besoins réels de la communauté, mais aussi voir comment canaliser ces aides-là et aussi travailler sur l'autonomisation de la communauté. D'accord, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on peut essayer de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, comparativement à ce que nous avons ici au Congo, notamment à l'Est, sur ce qui est de l'engagement? Comment est-ce que sous d'autres cieux, on aborde la question humanitaire? Oui, effectivement, nous avons eu l'opportunité de travailler dans d'autres régions, autres que l'Est du Congo, notamment un peu au Burundi, un peu au Rwanda, mais aussi un peu longtemps au Tchad,
qui est un pays qui est à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Les contextes sont presque les mêmes, mais il y a des nuances. Il y a des nuances, mais malheureusement, je le dis pour notre pays, et que ailleurs, selon les petites expériences qu'on a acquises, les interventions sont un peu différentes. Dans la mesure où, bien qu'il y ait des conflits, bien qu'il y ait des défis sociaux, des défis géographiques qui rendent difficile l'accès humanitaire, mais là, on peut apercevoir une réelle coordination des interventions pour la communauté. On peut mesurer l'impact des aides humanitaires, et c'est sur base de cela on projette pour le futur. Est-ce que tu peux nous faire un exemple un peu trop pratique? Voilà, là il y a un suivi. Par exemple, dans les cadres de malnutrition, par exemple, tu peux arriver dans un village, parce que là on appelle le département, tu arrives dans un département où tu peux, de manière ponctuelle même, tu peux connaître le nombre d'enfants qui ont bénéficié de ces aliments-là de nutrition. Tu peux connaître le nombre d'enfants qui n'ont pas reçu le vaccin. Tu peux connaître les réels besoins de la communauté. Je comprends que ça, c'est une sorte d'un bon fonctionnement des agences statistiques, quelque chose, ou bien de services en charge des recensements de la population. Exact. Donc, il y a une grande part de responsabilité du gouvernement, de l'État qui coordonne, mais il y a aussi ce qu'on appelle le feedback communautaire. Donc, la communauté elle-même, elle connaît ce à quoi elle s'attend. Elle connaît ses besoins, et elle connaît ce à quoi elle s'attend, et elle est même initiée dans ce qu'on appelle le scorecard, dans la cotation, les bulletins communautaires. Voilà, dans la cotation des intervenants. Ce qui est un peu différent d'ici, là où tout est mélangé. Donc, c'est ce que j'ai dit au début, on éparpille les efforts, et au bout des comptes, on se rend compte qu'on n'a rien fait parce qu'on a embrassé beaucoup de choses à la fois. Mais aussi, ça, je me dis, dans notre contexte, je parle du Nord Kivu, Sud Kivu, dans l'Est du pays, quoi. Donc, il y a l'instabilité, il y a la crise. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Non, c'est des mesures qu'on devait prendre en amont pour voir la communauté que nous allons appuyer. Elle est sujette à des déplacements massifs, à des déplacements intempestifs. Mais c'est des mesures qu'on devait prendre en amont pour voir comment recadrer et orienter l'aide en fonction du déplacement de cette communauté-là, pour que l'aide soit pérenne. Ok, donc est-ce que, en technicien maintenant en la matière, est-ce que vous avez des approches ou des orientations techniques que vous pouvez nous partager? Peut-être que ça peut changer la donne. En termes engagement communautaire, approche d'éviter la duplicité des actions sur terrain et arriver à une coordination, genre quelque chose que vous aviez trouvé que l'on peut capitaliser ici à l'est du pays, quoi. Je parle de la RDC. Oui, là il y a vraiment à boire et à manger. Bon, personnellement, j'ai beaucoup œuvré dans l'engagement communautaire et la communication. Là, j'ai acquis beaucoup d'expérience ainsi que beaucoup de leçons. Premièrement, c'est que nous parlons de l'engagement communautaire, mais dans beaucoup de cas, on ne met pas la communauté au centre. Oh, je vois. Donc, c'est cet adage qui dit que si tu fais une chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Oui, je vois. Nous sommes en train de faire plusieurs actes contre cette communauté-là. Parce qu'on ne veut pas mettre, on veut pas mettre la communauté au centre. Je vois. Donc, on a affaire à une population intelligente, on a affaire à une population expérimentée. C'est toi qui l'as dit, hein, mais les autres ne disent pas ça. Voilà, on a affaire à des gens, à des personnes qui réfléchissent, mais on ne met pas ces personnes-là au centre.
on ne se demande pas quel est l'impact de nos interventions. On ne les écoute pas parce que beaucoup de solutions sont des solutions qui viennent de la base, qui viennent d'en bas. Donc, c'est l'expérience que j'ai acquise et c'est un peu partout. Donc, on vient, on bombarde la communauté, on bombarde, entre guillemets, la communauté des aides. Donc, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de ça. Donc, vous vous substituez à cette communauté-là et vous apportez l'aide sans pour autant vous asseoir un moment et dire quels sont les échos qui viennent de cette communauté et comment est-ce qu'on peut faire pour canaliser et rediriger ces interventions. Oui, une parenthèse, partant de ce que vous dites, j'ai expérimenté. J'étais quelque part où l'on disait que ces projets ont été implémentés au Yémen, par exemple, au Nigeria, et qu'on va les répliquer à l'RDC. Ouais. C'est de cela que vous parlez. Mais si c'est pour travailler, par exemple, sur la construction de la paix, le contexte est totalement différent au Congo qu'au Yémen, comme vous l'avez dit, au Tchad, je ne sais pas, en Ukraine, le contexte est le même. Donc, on met la communauté au centre, on s'acquiert des échos qui viennent de cette communauté-là. Est-ce qu'on peut avoir quelques conseils techniques juste pour améliorer les interventions humanitaires sur terrain? Bon, je me trouverais prétentieux de donner des conseils techniques, mais c'est sur base des observations. Mais avant tout, il faut noter qu'il y a des efforts qui se font, qui sont louables, qui ont changé de vie. Mais on a quelques constats qu'on peut relever et qui peuvent aider nombreux acteurs de pouvoir intervenir. C'est de toujours continuer à apprendre, de s'adapter au contexte. Ça, c'est très important. Et de faire à ce qu'il y ait des particularités dans chaque communauté pour laquelle on intervient. Il y a des particularités qui sont ethniques, il y a des particularités qui sont culturelles. Tu as parlé de l'anthropologie, quelque chose. Donc, il faut vraiment s'adapter à cette communauté-là. Là, je suis vraiment dans le général. Mais aussi, il faut aussi aller avec le temps. Il faut s'adapter avec le temps. Le monde évolue, le monde, que ce soit le monde informatique, le monde scientifique. Il y a plusieurs outils, on peut se servir de ces outils-là. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on peut mettre ça au service des approches humanitaires. Aujourd'hui, on a plusieurs outils, en tout cas, qui peuvent aider à mieux cerner les interventions sur le terrain. Mais le plus grand conseil que je dirais, c'est de s'adapter au contexte. Et non avoir, par exemple, un budget qui est figé, une intervention figée, des indicateurs figés. Ça, c'est la grande erreur que nos collègues humanitaires ont commise. Et le premier conseil que je donnerais, c'est de toujours continuer à apprendre. La vie, c'est une école, de toujours continuer à apprendre. Il n'y a jamais eu une personne qui a été pleine de connaissances. Continuer à apprendre. On a beaucoup d'outils, on a des bibliothèques en ligne, on a des outils illimités qui sont en ligne. L'apprentissage continu. Le premier conseil, c'est de continuer à apprendre. Ça, c'est la bonne chose. Donc, quand tu as cette vocation d'intervenir dans l'humanitaire, tu as cette empathie, tu dois maintenant apprendre. Comme moi, personnellement, je l'ai dit, j'ai fait des études de sciences politiques, mais là, j'ai embrasé la carrière humanitaire, là où je me suis lancé dans la communication. Je n'ai pas fait la communication, je n'ai pas fait l'engagement communautaire, mais je tiens donc grâce à mon autodidactie. Donc, que les jeunes... L'auto-formation. L'auto-formation, exact. Donc, que les jeunes apprennent tous les jours. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de pouvoir cultiver les valeurs. Les valeurs dans le sens où ils doivent être intègres. Tu dis quelque chose. Voilà, 46, là où il y a eu des plans Marshall et tout ça. Donc, c'est l'humanité qui fait à ce qu'aujourd'hui, les États-Unis soient une grande puissance. Parce que
ils ont appuyé l'Europe, ils ont envoyé des médicaments. Il y a des organisations qui ont été créées sur base de cela. Ils ont emprunté de l'argent. Ça, c'est l'humanitaire. Et les États-Unis, aujourd'hui, c'est une grande puissance, c'est une grande partie à cause de cet état d'humanitaire. Donc, embrasser l'humanitaire, c'est une bonne chose et c'est quelque chose qui peut contribuer au développement, au développement intégral de notre communauté. Donc, c'est quelque chose. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mati. Cette interview a été constructive. Et nous vous remercions vraiment beaucoup. Et nous pensons que vous aurez encore d'autres opportunités pour nous partager encore beaucoup plus des éléments dans notre prochaine planification, si jamais on pourrait encore avoir l'occasion, n'est-ce pas, d'échanger.